Raconte-moi autrement les OGM, une série d'émissions de Radio Zinzine en partenariat avec InfoGM. Donc aujourd'hui c'est la 14e émission dans cette série et on va parler avec Annick Bossou, et qui est donc fait partie de l'InfoGM, administratrice et je crois même présidente. Donc on va maintenant tenter de joindre Annick Bossou. On va parler aujourd'hui de la biologie de synthèse. Allô Yannick, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, c'est parfait. Alors, Annick Bossou, toi, tu es, je pense, encore présidente, peut-être, d'InfoGM? Oui, je suis toujours présidente, mais il faut dire quand même que c'est une présidence partagée. Voilà, on fonctionne un peu à l'horizontale, donc... D'accord. Alors, aujourd'hui, tu avais envie de parler donc de la biologie de synthèse. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On a déjà évoqué ça, c'est lié à la question de l'artificialisation du vivant. Je crois qu'il y avait une émission déjà, la numéro 6 à peu près par là. Et puis dans notre dernière émission, il y avait également Eric Meunier, donc de l'équipe d'InfoGM, qui a un peu évoqué cette question, mais on n'a pas eu le temps de vraiment entrer en matière. Je te propose de nous expliquer un peu comment tu imagines aborder cette question qui est pas simple et assez inconnue, je pense, pour le grand public. C'est un domaine qui est finalement très ambigu. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet à InfoGM, là, on a vu que c'était un très grand sujet, beaucoup d'aspects différents. On a vu tout de suite aussi qu'il y avait un problème avec la question des limites de la biologie de synthèse. Ça, je le développerai un petit peu. Et puis, on a vu aussi le flou de ces définitions. Et surtout au niveau des instances internationales. Et là, ça commence à bouger un petit peu à ce niveau-là, parce que jusqu'à présent, il y a une confusion, on peut dire, entre les OGM, la biologie de synthèse. Enfin, c'est pas très clair, c'est pas très net. Il y a une assimilation des deux. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit quand on regarde ce qui se passe au niveau des instances internationales. Mais si tu veux, moi je peux pas développer ça. Je suis pas vraiment, c'est pas vraiment mon domaine. Mais il faut savoir que ça bouge actuellement au niveau international sur ce sujet. Alors, je voulais le développer aussi parce que malgré tout, il y a déjà des développements industriels qui sont en route, qui sont faits. Il y a même déjà des choses qui sont faites. Et puis, il y a beaucoup de promesses, bien sûr. En particulier dans le domaine des biotechnologies vertes, puisque tout ça, ça doit bien sûr résoudre les problèmes environnementaux. Alors moi je me disais que vu que c'est complexe, vu que c'est éparpillé un petit peu comme notion, j'allais essayer de cerner plutôt moi cette notion au niveau de ses fondements techniques qui sont pas tout à fait scientifiques, mais enfin c'est ce qu'on va voir. Et peut-être qu'en préambule, pour bien faire comprendre la chose, on pourrait dire que, alors que la biologie part de la nature, je parle de la biologie parce qu'on dit biologie de synthèse. La biologie part de la nature, de sa découverte progressive au cours du temps, un peu comme un enfant qui démontre un objet pour voir de quoi il est fait. Eh bien, la biologie de synthèse, en fait, elle fait le chemin juste inverse. C'est-à-dire qu'elle essaye de reconstruire du vivant. Alors, du vivant, entre guillemets, évidemment, où on en est dans ce pseudo-vivant. Un vivant qui n'a jamais existé sur Terre. Et pour les promoteurs de cette nouvelle technoscience, eh ben, un vivant qui serait fonctionnel à partir de ses pièces. Un peu comme un montage de Lego. C'est exactement le chemin inverse de la découverte qu'on a fait en biologie. Alors là, on va voir un peu quelles limites et comment on est arrivé à cette idée. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant, mais tu me dis que je fasse un tout petit historique de l'histoire, en fait, de cette idée, parce qu'elle n'est pas tout à fait récente. D'accord. Si je comprends, en gros, on pourrait aussi dire biologie de synthèse ou alors vivant synthétique. Enfin, c'est... Oui, voilà. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Très bien, mais vas-y. Alors, quand est-ce que ça a démarré, apparu en au fait, début? Au début à la fin du 19e siècle. Alors avec Marcelin Berthelot, qui lui, il était chimiste, et il avait déjà, au travers de la chimie simplement,
il se disait qu'on pourrait concevoir de nouveaux êtres vivants à partir de la chimie. Et puis, au début du XXe siècle, il y a eu beaucoup de découvertes en biologie, et notamment, il y a un biologiste qui s'appelle Hugo de Vries. Alors, moi, je le connaissais un petit peu parce qu'il a découvert les mutations sur les plantes, sur les organismes, autrement dit. Et lui, il pensait carrément que avec la chimie et puis les découvertes des mutations, comme on l'avait fait, on connaissait pas les gènes et tout ça, on savait rien, mais on savait qu'il y avait des plantes qui changeaient de caractère au cours des générations. On voyait ça apparaître. Et il s'est dit qu'on pourrait peut-être diriger les mécanismes de l'évolution. Et pour créer aussi de nouvelles formes de vie, il disait ça comme ça. Alors, bien après, on a découvert l'ADN et on a découvert la structure de cette molécule. Et Jean Rostand, qui est un biologiste aussi, que vous devez connaître, alors Jean Rostand, lui, plus tard, c'était bien plus tard, alors lui, il disait du DNA, il envisageait lui aussi de construire un nouveau vivant, mais c'était dans le domaine de ses inquiétudes, il s'inquiétait beaucoup de ça. Donc, c'est juste pour montrer l'émergence de l'idée. On voit que ça s'est fait au début du XXe siècle, mais c'est bien sûr au tournant du XXIe siècle, au début des années 2000, là, que la biologie de synthèse a pris son essor. Parce que, en fait, pourquoi ? C'est tout bête, c'est les outils qui se sont développés, enfin les outils permettant aux techniques de se développer, les outils, les machines et tout ça. Alors, quels sont ces outils ? Je vais faire assez vite. Alors, il y a tous les outils de ce qu'on a appelé à une époque le génie génétique. Alors, ça s'est mis en place très vite, le génie génétique, après les années 70. Bon, c'est l'émergence des OGM, bien sûr. Et il y a eu des outils comme des enzymes. C'était des outils importants en biotechnologie. On connaît, bien sûr, le fameux CRISPR-Cas. Je ne sais pas si mes collègues en ont parlé, mais c'est une enzyme qui coupe, oui, c'est un peu plus compliqué, mais c'est une construction qui coupe l'ADN. Et aussi des outils importants, par exemple ceux qui servent à maintenir des cultures de cellules in vitro. On n'en parle pas beaucoup, mais ça c'est vraiment très important. Vous allez voir qu'en biologie de synthèse particulièrement, tout ça se fait en labo. Et puis bien sûr, ce qui a fait exploser le tout, c'est le développement exponentiel de l'informatique qui permet maintenant de modéliser des systèmes et de construire ce qu'on appelle un nouveau vivant ou des systèmes biologiques. Alors, je connais peu la biologie des systèmes, c'est une science d'ingénierie génétique, mais c'est énorme. J'ai un peu été voir ce qui se fait au CEA de Grenoble particulièrement, et je vous en parlerai peut-être à la fin. Et alors tout ça a permis qu'on a pu séquencer un nombre d'individus, d'êtres vivants, très rapidement, parce que les progrès des machines informatiques ont fait qu'elles sont de plus en plus rapides, de plus en plus efficaces, soi-disant. En tout cas, on est allé puiser dans les mers, on est allé puiser au fond des forêts, dans tous les milieux terrestres, dans tous les milieux marins, pour trouver des êtres vivants, si possible d'une espèce particulière, pour pouvoir séquencer leur génome. Alors, c'est carrément un nouvel extractivisme qui va nourrir non seulement l'industrie des OGM, mais aussi l'industrie de la biologie de synthèse. C'est une matière première, en quelque sorte, sur laquelle va travailler la biologie de synthèse. Alors, il faut comprendre qu'on séquence des génomes, mais on séquence, des êtres vivants. Mais même le génome évolue au cours du temps de la vie d'un être vivant, surtout ceux qui vivent longtemps, mais c'est pas stable un génome. Les découvertes en épigénétique, en ce moment, elles montrent cette non-stabilité des génomes. En plus, on va porter tout ça, c'est des données qu'on va porter sur un écran d'ordinateur, encore une fois, et qu'on va numériser. On extrait aussi les protéines, on ne s'intéresse pas forcément qu'aux gènes, on extrait aussi des protéines. Et enfin, le dernier outil, c'est les nanotechnologies. On verra que c'est associé tout à fait aux biotechnologies. Ça veut dire qu'à partir d'une seule plante où on
peut sortir des éléments, des parties de ADN en quelque sorte, et les mettre, je sais pas moi, comme dans une bibliothèque, dans un ordinateur. On a plein de choses que après ces petits éléments qui sont plus vraiment même liés à la plante originale, on va pouvoir je pense toujours à les apprentis sorciers. On va un peu les mélanger Oui, voilà. Mais c'est encore plus restrictif que ça, la biologie de synthèse. Mais je suis d'accord avec toi. C'est dans la continuité des OGM, mais c'est encore différent. Parce que la démarche est tout à fait différente, puisque c'est la démarche inverse. C'est-à-dire qu'on va essayer de concevoir un nouveau vivant, avec des propriétés complètement inédites dans la nature, mais comme il faut bien partir de quelque chose, donc on va essayer de copier la nature. En fait, la biologie de synthèse, c'est un programme technicien, c'est une affaire d'ingénieurs en fait, et d'informaticiens. Est-ce que c'est possible de donner des exemples des choses qu'on a réussi à séparer, à mettre sur un ordinateur, etc., et qu'ensuite, qu'est-ce qu'on a pu faire avec? Oui, c'est ce que je vais faire, parce que je vais essayer de vous dire un peu comment on construit ces nouveaux systèmes vivants, comment on peut les faire, et puis les applications industrielles ou agricoles actuelles, quoi. Par exemple, il y a un site de la biologie de synthèse en France, et on trouve ce site officiel de la biologie sur le site du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. Et c'est très intéressant d'aller voir, parce que le vocabulaire montre bien qu'il s'agit de concevoir le vivant comme une machine qui serait régulière, fiable, prévisible, et qui produirait en fait ce que l'on veut. C'est donc pas de la biologie qui normalement étudie le vivant qui naît, qui vit, qui meurt. Et c'est là le gros problème. Et qui évolue. Qui naît, qui vit, qui meurt, et merci, qui évolue bien sûr. Et c'est là le gros problème en fait. Parce que pour la biologie de synthèse, le vivant, c'est trop complexe. Alors, qu'à cela ne tienne, on va simplifier. Et par exemple, Geneviève Fioraso, qui a été ministre, mais juste avant d'être ministre, elle a dit dans un rapport sur les enjeux de la biologie de synthèse, elle a dit « La complexité du vivant est un verrou à lever pour la biologie de synthèse. » Voilà. Donc, on ne s'occupe plus du vrai vivant, de toute sa complexité et bien sûr, a fortiori de son évolution, et on va le simplifier pour le guider, mieux le gérer et sans interférence. C'est écrit comme ça aussi sur le site de la biologie de synthèse. Donc là, on arrive à cette idée, l'idée principale de la biologie de synthèse, c'est on supprime la complexité et on construit un vivant sur mesure. Et on essaye. Tout ce qui est possible techniquement est essayé. Voilà. D'accord. Moi, je me suis dit, en écoutant, que ça m'a fait penser que c'est un peu une suite, peut-être, mais c'est encore une fois plus peut-être les OGM. Mais notre ami Jean-Pierre Berland, qui a travaillé beaucoup sur les OGM, il a toujours évoqué cette histoire de clones. Et qu'en fait, que maintenant, par exemple, dans les cultures de maïs ou peut-être même dans plein de domaines différents, en fait, on veut supprimer la diversité, le fait que c'est des populations avec plein de variétés différentes, peut-être dans un même champ, et on veut créer quelque chose de beaucoup plus, soi-disant stable, mais des clones, et qu'ils vont toujours produire en gros la même chose, avoir un produit complètement normalisé. Et ce que tu viens de raconter, ça semble aller encore plus loin, quoi. Oui, ça va plus loin, mais c'est la même idée fondamentale, c'est le réductionnisme du vivant à son ADN, c'est dans la même logique, mais avec encore plus d'interférences. Ça va encore plus loin dans les possibilités techniques qu'à l'époque, mais c'est fondamentalement la même idée. Ok, je propose qu'on fasse une toute petite pause musicale, et après on reviendra vers toi pour la suite. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Voilà, je rappelle que nous sommes en train d'écouter la 14e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, aujourd'hui avec Annick Bossu, présidente de InfoGM, et on parle de la biologie de synthèse. Les musiques qui accompagnent cette émission sont comme d'habitude de l'excellent Chapelier Fou. Alors, comment tu comptes procéder encore dans cette histoire si complexe ? Alors, je m'étais dit que je présenterais en fait comment on fait pour construire des systèmes biologiques. En fait, ils veulent recréer la vie quelque part, hein, c'est un fantasme. Donc, comment on fait pour reconstruire des systèmes biologiques? Et après, ils veulent recréer la vie, mais surtout, ils veulent en profiter. Ils veulent utiliser cette nouvelle technoscience. Enfin, c'est même pas une science. Enfin, c'est un truc technique. Comment ils veulent utiliser ces nouvelles techniques pour produire de nouveaux produits, pour résoudre les problèmes agricoles, etc., etc. Voilà, je voyais 2 temps encore. Et une conclusion, parce que quand même c'est important de réfléchir aux finalités de tout ça, quoi. Comment on fait pour construire des systèmes biologiques? Alors, on commence par une étape sur ordinateur. C'est-à-dire que on essaye, à partir de données sur le vivant, hein, bien sûr, ils partent pas de rien, ils ont une matière première, c'est toutes les connaissances accumulées au cours du temps sur le vivant, et de construire, de modéliser sur ordinateur, parce que ils trouvent que le vivant, ça peut se réduire à un système vivant, donc modéliser ce système pour mieux prédire son comportement et l'optimiser avant sa fabrication. Alors moi, je connais rien dans ce domaine. C'est vraiment un domaine de la bioinformatique, quoi. Alors après, c'est dans la 2e étape que je vais peut-être plutôt développer, parce que la 2e étape, ça va être de passer à la réalisation, c'est-à-dire de fabriquer, de construire ce système pseudo-vivant, là. Et c'est là qu'on fait appel aux biotechnologies, à la chimie de synthèse, aux nanotechnologies, et surtout à une combinaison de toutes ces approches, avec la microélectronique là qui pointe son nez. Tout ça, c'est combiné pour essayer d'y arriver à construire ces systèmes vivants. C'est un peu ce que tu appelles les 4 axes de recherche pour construire un nouveau vivant, c'est ça? Alors, il faut pas non plus partir sur des gros trucs, parce que, en fait, pour le moment, les expérimentations, elles sont menées en laboratoire, sauf exception, je les donnerai. Elles sont menées en laboratoire et elles suivent en gros 4 axes de recherche qui correspondent en fait à ce qui s'est passé dans le temps. Alors, le premier axe, c'est celui qui a initié un des promoteurs, il faut connaître au moins ce nom en biologie de synthèse, qui s'appelle Greg Venter, qui est américain, bien sûr, et est un acteur important du séquençage du génome. Alors lui, il s'attaque, en fait, au début des années 2000, il s'attaque à la synthèse d'ADN artificielle, hein, avec en tête son idée de construire un organisme qui aurait un génome minimal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un génome minimal? Ça veut dire qu'à l'intérieur de cet organisme, il n'y aurait que les gènes qui permettent à l'organisme de vivre et de se reproduire. Autrement dit, il s'intéresse aux bactéries, il s'intéressait au premier au virus, puis aux bactéries, et aux bactéries, c'est-à-dire une seule cellule, des organismes unicellulaires. Et il a même choisi des bactéries qui ont un petit génome, un petit nombre de gènes, et petit à petit, il a éliminé certains gènes qui n'étaient pas utiles pour lui, pour l'équipe, qui n'assuraient pas la survie et la reproduction du micro-organisme. Et bien sûr, il travaille dans des milieux qui sont complètement contrôlés, hein, c'est-à-dire la température, les conditions physiques, mais aussi les conditions chimiques, les nutriments, tout ça, c'est en milieu contrôlé. Donc ça, c'est le premier axe des recherches qui ont été faites. Puis la même équipe, elle s'est attelée à un autre travail, toujours dans le but du génome minimal, mais cette fois par une construction. C'est-à-dire qu'ils ont isolé des pièces d'ADN, ils ont isolé
qu'ils ont appelé des briques d'ADN, ce qu'on appelait des biobriques en anglais. Et à partir de ces pièces détachées, ils les ont copiées sur le vivant, après ils les ont assemblées en petits modules, puis en modules de plus en plus grands, et puis finalement ils ont fait une bactérie, un mycoplasme, qu'ils ont appelé mycoplasme laboratorium, pour montrer que ça avait été construit en labo. Et effectivement, l'ADN de ce micro-organisme était un ADN reconstitué, resynthétisé. Donc c'est une notion en pièces détachées. On bricole ça comme un jeu de Lego. Et bon, c'était ce deuxième axe, essayer de reconstruire un génome qu'ils auraient eux-mêmes fabriqué. Mais bon, toujours pareil, en se servant, en copiant sur ces gènes minimaux qui sont indispensables, quoi, à la vie du micro-organisme. Le troisième axe est beaucoup plus intéressant pour nous. Parce que à partir de cette espèce de châssis, de génome minimal dans un micro-organisme, ils ont essayé de greffer dessus de vraies séquences d'ADN, d'êtres vivants, qu'ils ont piqué. Alors qu'ils ont piqué où ? Justement dans ce fameux séquençage des génomes qui se fait sur des ordinateurs. C'est des séquences de lettres sur des ordinateurs. Après ils reconstruisent ça en vrai, parce que c'est compliqué. Il faut faire de la chimie derrière la génétique. Il faut faire de la chimie. Ils reconstruisent ça. Ils prennent donc des séquences qui vont piquer au hasard. Enfin pas au hasard, selon leur désir, selon ce qu'ils veulent. Ils vont piquer dans tel ou tel organisme une séquence pour la greffer sur ce génome minimal. Et là, c'est important parce que là, ils vont essayer d'obtenir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si on a pris quelque chose qui sert à fabriquer un agrocarburant, je te donne cet exemple parce que je le développerai après, ils vont avoir une molécule, ils vont faire produire à ce génome minimal sur laquelle ils auront greffé ce gène, ils vont faire produire à un génome minimal une protéine qui servira d'agrocarburant. Donc c'est utilitaire. Et ça, c'est le troisième axe de recherche. C'est important parce que c'est là seulement dans ce type de choses qu'il y a des applications pour le moment. En fait, c'est un mix, c'est des sortes de chimères, ces génomes, c'est des sortes de chimères entre le vrai vivant et le vivant reconstruit, l'ADN reconstruit. Mais le reste de la cellule, le reste du micro-organisme, c'est-à-dire sa membrane, son cytoplasme, c'est encore la nature. C'est pas l'organisme qui est chimérique, c'est vraiment son génome. C'est très important parce qu'il y a une confusion. On parle de biologie de synthèse pour des micro-organismes, mais en fait, c'est pas le micro-organisme qui est fait par biologie de synthèse, c'est son ADN simplement qui est rebidouillé. Mais moi, il y a des questions qui m'arrivent comme ça, mais peut-être c'est bien d'évoquer le quatrième axe. Oui, ce que je viens de dire, c'est quand même important, j'insiste, parce que on parle par exemple de virus synthétique, tu vois, et ça existe le virus synthétique, mais là encore, c'est que l'ADN qui est bidouillé, quoi. Faut bien comprendre ça. On y reviendra si tu veux. Et alors le dernier axe, c'est le plus fou en quelque sorte, mais il est déjà réalisé en laboratoire. C'est ce qu'on appelle la xénobiologie. Alors elle consiste à créer cette fois de nouvelles variantes d'ADN de toutes pièces qui n'ont jamais existé sur Terre. Alors quand je dis variante d'ADN, c'est-à-dire qu'on va changer les composants naturels de l'ADN qui sont des bases azotées qu'on appelle adénine, thymine, guanine et cytosine, ATCG. C'est les lettres qu'on voit d'ailleurs sur les séquences quand on lit une séquence génétique. Et on va en ajouter de nouveaux qu'on a construits par synthèse chimique et on les appelle pour le moment X et Y. Oui, c'est Eric, juste pour dire que ça c'est un des aspects que c'est très bien que tu expliques tout ça parce que c'est difficile à comprendre, mais Eric Meunier a effectivement évoqué ces... C'est très important et en France on cherche bien ça. Il y a un gars qui s'appelle Philippe Marlière qui travaille là-dessus et pour les xénobiologistes c'est important de dire que la nature est imparfaite. Elle produit pas tout ce qu'elle pourrait produire pour eux. Il faut l'améliorer. Autrement dit, c'est une branche en fait de
biologie de synthèse qui est très très proche c'est une démarche transhumaniste en fait. C'est très proche de la démarche transhumaniste. Il faut améliorer la nature. Elle va pas, elle est pas parfaite quoi. Et même, ils pensent qu'on pourrait en remplacer aussi, c'est-à-dire en enlever. Certains pour en remplacer d'autres. Entre parenthèses, c'est ce qui a été fait avec le vaccin à ARN messager, puisque une des bases de l'ARN, l'uracile, a été remplacée par un pseudo-uracile. Alors, il y a des techniques pour ça. Hein. On force des bactéries dans des bioréacteurs à remplacer, par exemple, un T par un X. Tu vois ? Oui. On cherche à remplacer certains éléments. D'accord. Mais je veux dire... Peut-être c'est une question bête, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, en écoutant tout ça, je me dis que, voilà, eux, ils considèrent qu'à la limite, la nature, ce n'est pas aussi parfaite ou intéressante ou je sais pas quoi. Ils veulent encore, soi-disant, améliorer ou à leur guise. Mais moi, j'ai quand même l'impression que à travers les siècles ou les générations, les espèces, ils se sont évoluées aussi par rapport à des changements climatiques, par rapport à des changements des conditions. Ils se sont enrichis en quelque sorte pour améliorer leur résilience, leur capacité de résister aussi peut-être à des maladies ou enfin plein de choses. Et donc le processus que tu évoques là, c'est de simplifier complètement, mais on pourrait penser que c'est aussi appauvrir quelque part, parce que logiquement, on supprime des éléments qui ont été créés, qui ont évolué à travers un très très long temps, quoi. Et donc, peut-être ils imaginent gagner quelque chose d'un côté, mais de l'autre côté, on supprime une résilience naturelle qui est considérable. Oui, mais leur truc, c'est de dire « Oh mais nous, la nature, on n'y touche pas, on fait autre chose. » Tu comprends ? Alors, bien évidemment, d'autant plus qu'ils travaillent dans des milieux qui sont stables et contrôlés, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un facteur externe qui vienne changer leur perspective, donc, et changer leurs paramètres qu'ils contrôlent. Donc ça, pour eux, c'est un monde séparé. Par exemple, la xénobiologie, ils disent, de toute façon, si on crée un nouvel ADN avec des nouvelles bases azotées, eh bien, il sera séparé de la nature. Et c'est même bien, parce que comme ça, il ne va pas aller perturber la nature. Ils évoquent ça. Deux mondes séparés. En fait, c'est faux, parce que, comme tu le dis, la nature, elle change en permanence, les paramètres changent, c'est des interactions permanentes entre les êtres vivants, les conditions extérieures aux êtres vivants, les êtres vivants entre eux d'ailleurs, aussi, qui font que le vivant évolue, et qu'il évolue sur le très long terme. Mais là, ils disent que, ben non, ça va être séparé. On sera plus dans le même ADN, donc vous en faites pas. Il y aura pas de pollution de la biologie de synthèse sur le vivant. Et bien sûr, c'est faux, parce que dans un même temps, et ça c'est très drôle, quand j'ai lu ce que disait Marlière, là, ce que je viens de vous dire, eh bien, en même temps, il a dit, quelque part un peu plus loin, il dit, mais il faudra faire très attention que la biologie de synthèse n'est pas la nature comme proie. Tu vois ? Alors, ils se contredisent. Et ils en sont même à penser faire, alors ça c'est complètement dingue, à penser faire évoluer leur fameux système biologique qu'ils auront construit, quoi. C'est-à-dire leur pseudo-vivant. Si j'ai bien compris, c'est un peu je veux dire, avec les OGM, on a eu toute la question de la contamination, en quelque sorte, de plantes naturelles autour des champs où il y a des OGM. Donc, c'est un peu la crainte qu'on peut avoir que c'est pas possible. Eux, ils vont mettre leur création, leurs inventions, là, quand même dans la nature, si on veut, à côté d'autres plantes. Et comment ils peuvent assurer qu'il n'y aura pas une contamination, s'ils vont l'appeler comme ça? Oui. Ben, écoute, là, c'est comment ils peuvent assurer. Je pense qu'il y a la fascination de la technique, quelque part. Je sais pas. C'est la question, quoi. C'est la question fondamentale, quoi. Tout à l'heure, je disais, mais il y a aussi des ambitions, la biologie de synthèse. Hein. Parce que là, d'après tout ce que je viens de dire, les axes qui se travaillent dans les labos,
Il y a des visées utilitaires, hein, bien sûr, bien matérielles, bien sonnantes et trébuchantes, hein, avec des brevets à la clé et beaucoup d'argent. Mais il y a aussi, sur le papier, quand on sait lire, il y a aussi, et même sur le site de la biologie de synthèse, hein, sur le ministère de l'économie, là, il y a aussi des ambitions. Par exemple, ils veulent faire progresser les connaissances sur le vrai vivant. Et avec ça, ils prétendent même essayer de découvrir l'émergence de la vie sur Terre. C'est-à-dire, il y a 3,8 milliards d'années. Alors il faudrait bien sûr que la soupe initiale des molécules soit connue et reproductible, hein. Pour le moment, on n'en est même pas là. Donc c'est pour montrer un peu ces ambitions énormes. Ils pensent même faire comprendre l'évolution du vivant. Mais ça aussi, ça va être difficile puisqu'ils enlèvent les gènes de la complexité qui justement font l'évolution. Tu vois, c'est vraiment quand même un fourre-tout quoi qu'on voit là. C'est une espèce de fourre-tout. C'est ça la biologie de synthèse. C'est pour ça qu'on a du mal à s'en sortir dans ce truc au niveau des instances internationales. Mais derrière, il y a quand même des idées bien ancrées, quoi. Peut-être on fait encore une petite pause et après on pourrait évoquer concrètement, hein, c'est quoi les débouchés industriels de cette biologie de synthèse, hein? On fait ça? Parce que ça c'était en labo, mais il y a des choses qui sont déjà dans l'industrie. D'accord, une petite pause et on y va. Reprenons notre émission donc avec Annick Bossu, présidente d'InfoGM, donc 14e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM. Là, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est la biologie de synthèse. Et maintenant, je pense qu'on va évoquer, il y a déjà quelques domaines industriels où il y a des débouchés déjà existants ou prévus quoi. Si tu veux, les débouchés industriels dans le domaine industriel sont encore proches des OGM, hein. C'est encore proche des biotechnologies qui produisent des OGM, mais petit à petit, il y a un glissement qui se fait. Les OGM, en fait, manipulent le vivant, mais on reste dans le vivant, c'est-à-dire qu'on change quelques éléments dans le vivant. Là, on va en changer beaucoup. Voilà, on en est là à peu près. En biologie de synthèse réalisée, en quelque sorte. Alors, dans le domaine de la production industrielle, elle utilise surtout des micro-organismes unicellulaires, parce que si on a bien compris, pour le moment, on ne sait pas faire autre chose que d'utiliser ces petits organismes, dont une partie de l'ADN est reconstituée avec des séquences artificielles, copiées sur un autre vivant, parfois bidouillées et numérisées. Ça, c'est pour produire des composés nouveaux, que ces micro-organismes n'auraient pas produits naturellement. Alors ça se fait dans des grosses cuves, en milieu stable et contrôlé. Ça s'appelle des bioréacteurs ou des fermenteurs. Voilà. Alors l'application la plus réalisée, la plus aboutie, bien qu'elle pose des problèmes, mais c'est la plus aboutie, c'est dans le domaine des agrocarburants. C'est des micro-algues qui sont transformées pour servir d'usine, en quelque sorte, d'usine cellulaire. Alors, ces micro-algues, c'est des algues, elles sont chlorophylliennes, donc elles font la photosynthèse. Alors,
on voit venir les arguments écologiques. Oui, c'est bien parce que la photosynthèse, ça puise du gaz carbonique dans l'air, donc c'est un puits de carbone, hein, donc ça enlève du carbone de l'air, c'est plutôt bien pour l'effet de serre. Mais il ne faut pas oublier que la photosynthèse, et ça c'est le plus important, elle consomme des quantités, mais alors énormes d'eau. Alors là, il y a déjà des réalisations qui sont faites. Greg Venter, il a monté une boîte, une start-up, qui s'est mis en partenariat avec ExxonMobil aux US et qui ont construit une usine pour ça. Et figurez-vous que cette usine, elle est installée dans le désert californien. Alors, on imagine les apports d'eau qu'il faut faire pour que ça marche et pour que cette photosynthèse produise. Ça coûte extrêmement cher. Et en plus, il faut dessécher les algues. Et ça marche pas bien. Parce que si vous avez compris les manips, il y a encore beaucoup. On n'a pas pu épurer complètement le génome des micro-organismes. Pour faire un génome minimal, on n'en est pas encore à faire quelque chose de très abouti. Donc c'est vraiment un mixte entre les OGM et des parties entières d'ADN qui sont greffées. On en est là pour ça. On sait faire aussi des micro-organismes qui vont produire des arômes, des parfums, du caoutchouc. On sait faire du cuir synthétique et même du fil synthétique qui évoque le fil de l'araignée. Il y a une boîte qui a travaillé pendant des années à mettre au point son fil. Tout ça, ça coûte beaucoup d'énergie à fabriquer tout ça. D'accord. Mais je veux dire, par exemple, la toile d'araignée, moi j'ai déjà vaguement entendu que les scientifiques ont toujours été un peu fascinés par la capacité des toiles d'araignée. Par exemple, les fils là, qui sont tellement légers, mais qui sont très très costauds et que ça fait longtemps qu'on avait envie de pouvoir reproduire ces capacités, quoi. Oui, ils font faire ça à des champignons microscopiques. Dont ils ont bidouillé les gènes, comme j'ai expliqué, en essayant d'épurer le génome minimal, mais en greffant surtout les parties intéressantes. D'accord. Voilà. Et après, il y a également des éléments dans le domaine agricole, c'est ça ? Oui, alors dans le domaine agricole, on connaît bien les OGM, et puis là c'est des OGM augmentés d'un peu de biologie de synthèse. Ça reste très flou, parce que on en est déjà accumulé jusqu'à 8 gènes empilés dans une plante, hein, quand on fait des modifications génétiques, quand on fait des OGM, il n'y a pas qu'un seul gène qui est modifié, mais là, comme je l'expliquais, c'est des portions d'ADN plus grandes qui sont ajoutées. Alors, on imagine que les géants de l'agrochimie et des semences, Bayer, Corteva, BASF, Syngenta, Limagrain même chez nous, hein, sont très intéressés. Il y a des milliers de brevets qui sont déposés pour modifier des circuits métaboliques. Alors, les circuits métaboliques, c'est important, je n'en ai pas trop parlé. Effectivement, en biologie de synthèse, on essaye aussi de travailler sur des chaînes de réaction qui se font dans la cellule. C'est ce qu'on appelle un circuit métabolique. Et par exemple, on essaye de travailler sur la photosynthèse pour rendre la photosynthèse plus performante. Alors, on va agir sur une kyrielle, mais une kyrielle de gènes, parce que la photosynthèse, elle est vieille de 3,5 milliards d'années. Hein. On dépend complètement, tous les êtres vivants dépendent de la photosynthèse des végétaux. Et du coup, c'est une entreprise, mais absolument gigantesque. Mais s'ils arrivent à faire quelque chose qui va dans leur sens et qui augmente les performances de la photosynthèse de certaines plantes, ils vont pas se gêner, ils vont le faire. Et il y a un autre circuit métabolique sur lequel ils essayent aussi de travailler, c'est la fixation de l'azote des légumineuses. Les légumineuses sont intéressantes, hein, le soja, les haricots, les pois, toutes ces plantes, parce qu'elles sont capables, grâce aux nodosités qu'elles ont sur leurs racines, de fixer l'azote de l'air, c'est-à-dire l'azote atmosphérique
qui est dans le sol va être fixé sur ses racines et la plante, eh bien, elle a pas besoin, enfin, c'est un avantage pour elle dans sa nutrition azotée. Pas besoin de l'apporter des engrais à des pois, par exemple. Elle s'auto-entretient pour ça. Et du coup, grâce à cette symbiose, c'est une symbiose, eh ben, on va faire la même chose. On le fait déjà, d'ailleurs, aux US, on a commencé déjà à envoyer des micro-organismes près des racines du maïs pour qu'ils fixent directement, alors ces bactéries qui sont dans les nodosités des légumineuses, on les a modifiées, j'ai fait la recherche parce que bien évidemment on les a pas prises naturelles, on les a modifiées. Je suis pas arrivée à trouver les modifications parce que dans le domaine de l'industrie tout ça c'est secret, mais c'est sûr, j'ai lu qu'elles étaient modifiées, elles sont modifiées. On va inoculer le sol près des racines. Il y a des solutions qui sont toutes prêtes, qui sont vendues, ça se fait déjà, qui sont commercialisées et qui permettent d'ensemencer donc des bactéries qui normalement on attend qu'elles fassent une symbiose avec le maïs pour que celui-ci fixe l'azote de l'air directement et ça augmentera bien sûr les rendements du maïs. Voilà, ça se fait déjà dans le domaine agricole. Alors, ce qu'on ne sait pas bien, c'est si ces micro-organismes, c'est déjà de l'ABS, de la biologie de synthèse, ou si c'est encore des OGM+++. En tout cas, c'est là qu'on voit que les limites sont floues entre les OGM et ces produits-là, mais on sait que les aspirations, par contre, de la biologie de synthèse sont, elles, beaucoup plus grandes. C'est sûr. Ça ne va pas s'arrêter à ça. Je veux dire, ça doit être assez compliqué pour quelqu'un comme toi, mais pour InfoGM, pour une équipe comme InfoGM, oui, d'arriver à comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de secrets industriels, j'imagine, là-dedans. Oui. Alors, il ne faut pas oublier non plus le domaine de la médecine et de la pharmacie. Oui, tout à fait, vas-y. En fait, c'est un domaine où on passe du paradigme chimique, la pharmacie, c'est de la chimie en gros, et un paradigme biotechnologique. C'est-à-dire que maintenant, les médicaments, il y a plus de 50% des médicaments qui sont développés dans les labos en ce moment, qui sont des médicaments liés aux biotechnologies, avec l'aide de la robotique et de la microélectronique. Et là, j'ai découvert un monde immense. On peut donner des exemples de ce qui s'est déjà réalisé. Alors, je vous parlais des vaccins ARN messagers tout à l'heure, qui sont partiellement synthétiques, puisque une des bases naturelles de l'ARN est remplacée par une base synthétique. Ils sont enveloppés dans une nanoparticule, et qui est aussi une construction synthétique. Il y a aussi des virus synthétiques qui sont fabriqués. Alors ça, c'est plus un secret. C'est du bricolage de gènes. Alors, soit c'est des gènes naturels avec des séquences synthétiques complètement artificielles, soit ils sont complètement synthétiques, les génomes sont complètement synthétiques. Voilà. Ça se pratique, bien sûr, dans les fameux labos de haute sécurité, les P3 et les P4. On a vu émerger, avec la crise Covid, on a travaillé aussi sur ces virus, les gains de fonction, etc. Bon, là, je suis obligée de passer très vite, mais là, il y a déjà des réalisations, et ce qui est inquiétant, c'est que certaines de ces réalisations se font dans des labos qui sont en lien avec les labos de l'armée, notamment de la DARPA aux US, mais chez nous, on n'est pas trop allé fouiller, mais on imagine que ça se passe pas qu'aux États-Unis, tout ça. Il y a la thérapie génique, par exemple pour soigner des cancers. Alors là aussi, c'est encore des biotechnologies, mais c'est en passe de devenir quand même assez biologie de synthèse, parce que par exemple, pour soigner les lymphomes, on a fabriqué des cellules qui sont en fait des lymphocytes T, et ils s'appellent CAR-T, et ces CAR, ça veut dire chimérique antigène récepteur. Donc là déjà, s'immisce de la synthèse dans cette préparation, quoi. Voilà, Annick, on approche petit à petit. J'ai pas le temps de parler des organoïdes sur puce qui se font au CEA, mais on en parlera peut-être dans une autre émission. C'est encore autre chose. Oui, voilà. Je voulais proposer. C'est de la biologie qui est proche de la biologie de synthèse. C'est de la médecine synthétique, on pourrait dire. D'accord. Je propose qu'on fasse
toute petite pause musicale et après on fasse que tu fasses une conclusion. Oui. Là, on approche un peu la fin de l'émission. Et voilà, arrivons donc à une conclusion de cette émission sur la biologie de synthèse avec Annick Bossu, présidente d'InfoGM. Voilà, donc Annick, c'est pas facile une conclusion sur tout ça. Non, c'est pas facile. D'abord, un état des lieux, c'est une discipline au contour très flou, comme on voit, hein, à cheval entre la biotechnologie et l'ingénierie, pour le moment, mais qui a des visées à ingénierie très fortes, hein, de modification du vivant. Pour le moment, on manipule seulement des molécules, essentiellement, hein, l'ADN, l'ARN, éventuellement des protéines, ça tient encore du bricolage. On n'est pas au stade cellule, comme je l'ai déjà dit, et on est loin de recréer la vie. Mais à la marge, certains disent que ça permettrait de comprendre un petit peu le vivant. Je ne suis pas opposée à cette idée, hein. Peut-être que ça peut résoudre des incompréhensions limitées dans les connaissances en biologie. Pourquoi pas, l'intelligence artificielle sait faire plein de choses, hein. Ça peut peut-être aider à comprendre certaines choses. Ce serait à ce moment-là un outil. Pour le reste, elle est encore largement dans le champ des promesses, hein, la biologie de synthèse, mais ça attire beaucoup de capitaux. Et c'est ça qui nous inquiète aussi. Alors le deuxième point qu'on pourrait donner dans cette conclusion, c'est que la biologie de synthèse, c'est un réductionnisme du vivant extraordinaire, puisqu'elle élimine toute la complexité qui existe depuis 3,5 milliards d'années, la diversité du vivant, les interférences qu'elle entretient avec tous les niveaux, à tous les niveaux, il y a des interférences au niveau des molécules, au niveau des cellules, des organes, des organismes et avec l'environnement. Donc tout ça, ça fait la complexité du vivant. Et enfin, tu vois que tout ça, c'est éliminé en quelque sorte dans la biologie de synthèse. Bon, bien sûr, c'est ce qui nous motive à travailler dessus à InfoGM, parce que cette biologie, elle s'en tient encore largement au dogme de l'ADN tout puissant, qui fait fi de tout ce qu'on découvre presque tous les jours, hein, en épigénétique. Tout ce qui environne le gène, on en découvre tous les jours des aspects, mais des aspects de plus en plus pointus, en quelque sorte. Voilà. Et puis bien sûr, elle élimine le vivant, elle élimine le fait que le vivant évolue en permanence. D'accord. On est dans la démesure, en quelque sorte. Ça, je trouve que depuis les premières émissions de cette série, on peut toujours avoir la même impression, hein. J'ai l'impression que chaque émission, ça montre à quel point ils sont de plus en plus dingues, en fait, quelque part, oui. de volonté de partie. Tu vois, cette démesure, c'est prétention, en fait, hein. C'est des prétentions énormes, quoi. Moi, je trouve que quand même les chercheurs il faut focaliser un peu sur les chercheurs, quoi. Pourquoi on fait quand même de la biologie de synthèse? Alors moi, je pense qu'il y a des chercheurs qui sont dans la surpuissance, dans la fascination technique, quoi, le mythe du progrès. Alors il y en a d'autres qui comprennent la complexité du vivant. Je pense que tous connaissent la complexité du vivant, hein. Mais ils font semblant de ne pas la voir pour leurs propres intérêts. Leurs intérêts de laboratoire, souvent d'ailleurs, hein. Ils ont l'air de vouloir faire mieux que la nature. Oui, voilà. Voilà, donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, faire mieux que la nature, ça induit l'idée du transhumanisme. D'ailleurs, à InfoGM, on a fait un dossier, hein, et notre dernier article portait justement sur ce chemin vers le transhumanisme, en expliquant vraiment que on est dans un domaine qui veut faire ce que la nature n'a jamais fait,
en quelque sorte améliorer la nature pour ses propres, pour ses besoins, pour les besoins de cette société de consommation à outrance, quoi. Et la volonté de gagner beaucoup de sous. Et puis avec la volonté l'appât du gain, mais il y a plus que l'appât du gain. Il y a plus, c'est frôler l'impossible, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fascination technique, quoi. C'est excitant. Je sais pas comment l'appeler autrement, tu vois. Oui, c'est excitant, quoi. Ouais, c'est excitant. Je pense qu'il y a ça, quoi. Alors que si on regarde la nature, elle a évolué depuis 3,5 milliards d'années, comme je répétais, et elle est pas préparée à accueillir ces artefacts de la biologie de synthèse. Parce que comment elle procède? Elle a procédé comme elle a pu, mais elle a procédé de façon lente, progressive, collective. Tous les êtres vivants ont évolué ensemble. Et puis surtout, il y a une part de la nature. Comment on peut gérer les risques, par exemple? C'est incroyable. Ils vont dire, oui, mais on va gérer les risques, comme ils l'ont dit pour les OGM. Mais c'est impossible de gérer les risques, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner dans la nature. Et on ne connaît même pas la nature. On ne la connaît pas, parce qu'il y a une partie de la nature qui n'a jamais enfoui dans le passé. Il faut être humble en biologie. On est loin d'être humble. Oui. Je pense qu'on va rappeler à nos auditrices et auditeurs que voilà, il y a le site infogm.org où il y a beaucoup d'articles et donc également sur ce sujet. Et comme chaque fois, on rappelle que InfoGM a besoin de soutien parce que c'est un énorme travail. Il y en a, je sais pas, presque une dizaine de personnes salariées en plein temps, et puis il y a beaucoup de bénévoles, mais c'est un énorme travail. Non, on n'est plus à 10, malheureusement, oui. Comme à 10 salariés. On est loin d'être à 10 salariés maintenant parce que justement, on manque un peu de moyens, quoi. D'accord. En tout cas, c'est possible de faire des dons sur le site. Bien sûr. On a fait un appel à dons, un appel à adhésion plutôt, il n'y a pas très longtemps, parce que c'est bien. On est presque en passe d'abandonner le journal InfoGM, le dossier InfoGM. Sur papier, tu veux dire? C'est un énorme travail, ce dossier, et bon, voilà, on n'a plus assez de ressources, même aussi au niveau des bénévoles, là, au niveau des membres du CA, on s'est aussi rétréci cette année, et alors que les sujets, ils affluent, quoi. Oui. Et chaque sujet est ultra compliqué. Voilà. Ouais. Et comme Eric dit toujours, lui, je trouve ça assez marrant, il dit toujours, en fait, tout ça, c'est très simple. Après, il essaie de l'expliquer, mais c'est un peu votre travail d'essayer de vulgariser, de faire comprendre des choses qui sont très, très complexes. C'est pas facile de vulgariser. On a fait des dossiers, on a fait un dossier donc sur la biologie de synthèse, on fait régulièrement des travaux qui mettent en synergie un peu tout, parce que tous ces domaines se recoupent en fait. Oui. Il y a beaucoup de domaines qui se recoupent à InfoGM. D'accord. Mais Annick, merci pour tout ça. J'espère que ça a aidé un peu à nos auditrices et auditeurs de comprendre cette question assez étonnante et inquiétante, au fond, la biologie de synthèse. C'est inquiétant, Nick, mais il y a quand même des luttes qui se font, qui sont menées par les ONG internationales qui suivent ce dossier. En particulier, en ce moment, ils se mobilisent contre la politique menée par l'UICN, c'est l'Union internationale pour la protection de la nature, sur la biologie de synthèse, parce que en ce moment, ils sont en train d'écouter les lobbies. Donc, si tu veux, les ONG se mobilisent quand même. D'accord. Heureusement. Pas oublier ça. D'accord. Mais merci et à la prochaine. À la prochaine. Oui. Au revoir, Nick. Ciao. Au revoir. C'était Raconte-moi autrement les OGM, donc série d'émissions réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. 14e émission de la série avec Annick Bossu sur la biologie de synthèse.